Le prix du marché, a-t-il dit lorsque j'ai découvert que les nouvelles recrues gagnaient 50% de plus que moi après 7 ans de service. C'est du business, rien de personnel. Le lendemain, j'ai laissé une surprise sur son fauteuil. En la trouvant à 7 heures, il a immédiatement. Les prix du marché, dit Bertrand, sa voix plate alors qu'il levait les yeux de ma demande d'ajustement de salaire. Cette simple phrase m'a frappé comme une panne de serveur à 2 heures du matin. Soudaine, dévastatrice, et complètement évitable si quelqu'un avait été attentif. Ces nouveaux diplômés apportent de nouvelles perspectives, des compétences contemporaines, a-t-il poursuivi, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus cher que mon prêt immobilier mensuel. Ils ont été formés sur des frameworks modernes. Vous avez dû apprendre les systèmes hérités sur le tas. L'héritage. C'est comme ça qu'il appelait toute l'infrastructure réseau que j'avais bâtie de A à Z 7 ans. 7 ans que j'avais passé à concevoir l'épine dorsale sur laquelle tournait l'entreprise de son père. Travaillant 60 heures par semaine, configurant des architectures de sous-réseau, optimisant des clusters de bases de données, pendant que ces nouvelles perspectives essayaient encore de savoir de quel côté d'un câble Ethernet on branche. Le nouveau gamin gagne 87 000 €, ai-je lâché, ma voix à peine un murmure. Un email m'avait été transféré par erreur la semaine précédente. Une ventilation de la rémunération pour la cohorte des nouvelles recrues. Les chiffres s'étaient gravés dans ma mémoire comme des secteurs défectueux sur un disque dur. J'ai conçu l'architecture serveur qu'ils utilisent, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. J'ai rédigé la documentation sur laquelle ils apprennent. J'ai configuré les protocoles réseau qui font tourner cet endroit. Bertrand s'est penché en avant. Le marché a changé. Votre rémunération reflète le moment où vous avez été embauché, pas les conditions actuelles. Nous apprécions vos contributions. Mais c'est du business. Ce n'est rien de personnel. Nous apprécions vos contributions. Rien de personnel. La même phrase qu'il avait utilisée en rejetant mes 3 dernières demandes d'augmentation. Quand j'avais manqué le match de championnat de baseball de mon fils Léo pour gérer la migration d'urgence de la base de données qui leur a fait économiser 200 000 € d'indisponibilité. Quand j'avais travaillé avec la grippe pour respecter une échéance client que son père, Charles, avait promise sans consulter l'équipe technique. Je m'appelle Antoine Lefebvre. Et jusqu'à ce vendredi après-midi, j'étais l'ingénieur réseau le plus loyal que TechCorp France ait jamais embauché. J'ai 48 ans. J'y suis depuis mes 41 ans. Employé numéro 12. Quand nous étions à peine 30 au total. J'ai vu l'entreprise passer à plus de 180 employés, avec des bureaux à Paris et à Lyon. J'étais là quand on n'arrivait pas à payer les salaires, et que Charles Dubois nous avait demandé de différer la moitié de nos salaires pendant au moins 2 mois le temps qu'il obtienne un financement d'urgence. J'étais là quand notre premier grand client a menacé de retirer son contrat de 2 millions, et j'avais passé 4 jours d'affilée à reconstruire leur architecture d'intégration pour sauver la relation. J'étais là quand la femme de Charles est morte d'un cancer, et j'avais géré à la fois la maintenance de nos serveurs et ses responsabilités techniques pendant des semaines sans me plaindre. Durant ces premières années de start-up, Charles et les autres étaient comme une famille. Nous construisons quelque chose de révolutionnaire ensemble, disait-il lors des nuits tardives où nous commandions des pizzas et planifions la feuille de route technique de l'entreprise. Quand nous réussirons tous. Mais le succès a changé les choses. Ou peut-être a-t-il simplement révélé ce qui avait toujours été là, sous la surface. Lorsque l'entreprise a atteint son premier million de revenus, Charles s'est acheté un voilier de 12 mètres. Quand nous avons atteint les 10 millions, Bertrand a été promu vice-président des opérations, bien qu'il n'ait aucune expérience technique. Son MBA de l'Alma Mater de papa le qualifiait apparemment pour prendre des décisions sur des systèmes dont il ne pouvait même pas épeler le nom, et encore moins les comprendre. Mon salaire n'avait augmenté que de 14% en 7 ans. Malgré la croissance exponentielle de l'entreprise et mes responsabilités croissantes. Chaque fois que je demandais une promotion au poste d'architecte système senior, la réponse était toujours une variation de « bientôt », au prochain trimestre, ou « après ce déploiement majeur ». La foi. C'était la partie la plus difficile à avaler. J'y avais vraiment cru. Mais alors que j'étais assis dans ma cuisine ce vendredi soir, regardant mon relevé de prêt immobilier aux 2847 € par mois pour une modeste maison de 3 chambres à Saint-Denis et le solde du fonds d'études de mes enfants qui ne couvrirait même pas un semestre dans une grande école d'ingénieurs. Parisienne, quelque chose de fondamental a basculé en moi.
pas dans le sens de la défaite. D'une manière qui apporte le genre de clarté que l'on obtient lorsqu'on isole enfin un problème réseau qui vous tourmente depuis des mois. J'avais des privilèges d'administrateur système de niveau senior. Je les avais depuis des années. C'est parce que j'ai construit la moitié de l'infrastructure sur laquelle cette entreprise fonctionnait. Et en étant le gars qui gérait leur cluster de bases de données et entretenait leur serveur de fichiers, on voit parfois des choses. Des chaînes de mails qui ne vous étaient pas destinées. Des requêtes de bases de données qui en révèlent plus que prévu. Des fichiers partagés accidentellement dans les mauvais répertoires réseau. Il y a 3 mois, en effectuant une maintenance de routine du serveur et en nettoyant de vieux fichiers temporaires, j'étais tombé sur quelque chose dans un dossier partagé intitulé « Document stratégie exécutive ». À l'intérieur se trouvait un fil de discussion par email entre Bertrand, son père Charles, et Patricia Fournier, notre directrice DRH. L'objet était « Analyse de la gestion des coûts de l'ancienneté, revue T3 ». Bertrand avait écrit « Le problème de la rémunération d'Antoine est revenu sur le tapis lors de la planification budgétaire. Maintenez-le à son niveau actuel. Il est trop précieux dans son poste actuel pour être promu. Et franchement, il est peu probable qu'il parte. Il a une famille, un prêt immobilier. Le coût irrécupérable est trop élevé pour qu'il s'en aille. Ajustement annuel standard de 2% uniquement. Appliquez la même stratégie de rétention à tous les employés ayant plus de 5 ans d'ancienneté. » Charles avait répondu « D'accord. Rémunération au taux du marché uniquement pour les nouvelles recrues afin de rester compétitif au recrutement. Rétention du personnel existant par l'investissement émotionnel, et non financier. » Il m'avait délibérément sous-payé parce qu'il pensait que je ne partirais pas. Parce que j'avais des enfants à nourrir, un prêt à payer, et 15 ans avant la retraite. Parce que ma loyauté et mes obligations familiales étaient des faiblesses qu'il pouvait exploiter systématiquement. C'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas juste un employé qui se faisait avoir. J'étais un cas d'étude en manipulation d'entreprise. J'ai appelé mon ami Daniel Martin ce soir-là. Il a quitté TechCorp il y a 2 ans pour monter son propre cabinet, spécialisé en droit du travail. Un type intelligent, un ancien de l'armée de l'air et de l'espace comme moi, qui comprenait comment les chaînes de commandement pouvaient léser les gens qui font le vrai travail. C'est de la suppression salariale, a-t-il dit immédiatement après que je lui ai lu l'email. Classique. Et s'ils te le font à toi, ils le font à d'autres. As-tu accès à la base de données de la paix? J'ai un accès route à tout, ai-je dit, fixant l'écran de mon ordinateur portable. C'est une partie du problème. J'ai construit la plupart de leur infrastructure de sécurité. Antoine. Ça ressemble au genre de conversation qu'on devrait avoir en personne. Retrouve-moi au pub Murphy's demain soir. Celui sur les grands boulevards. Le Murphy's était un bar sans prétention de l'autre côté de Paris, loin du quartier de la tech où les gens de TechCorp auraient pu traîner. Quand je suis arrivé samedi soir, Daniel était dans une banquette au fond, sirotant une 1664 et faisant défiler quelque chose sur sa tablette. Tu avais l'air sérieux au téléphone, a-t-il dit alors que je me glissais sur le siège en vinyle chaud en face de lui. On ne peut plus sérieux. J'ai sorti les impressions des fils de mai que j'avais trouvées. Son expression s'est assombrie en les lisant, marmonnant de temps en temps quelque chose sous son souffle qui sonnait distinctement militaire. C'est systématiquement malhonnête, a-t-il dit finalement. Combien d'autres personnes penses-tu que cela affecte? C'est ce que je dois découvrir. Et c'est pourquoi je t'ai appelé. Daniel m'a étudié un long moment, faisant tourner lentement sa bouteille de bière. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, exactement? Je dois effectuer une analyse complète des rémunérations. Tous ceux qui sont là depuis plus de 2 ans, comparés aux nouvelles recrues à des postes équivalents. Je veux voir toute l'étendue de la chose. Si tu as un accès administratif légitime à ces données dans le cadre de tes responsabilités professionnelles, alors les analyser n'est pas illégal, dit-il prudemment. Ce que tu fais de cette analyse ensuite. Eh bien, c'est là que les choses se compliquent. Compliquées comment? Ça dépend de ton approche. Le lancement d'alerte interne est protégé par la loi. Rendre ça public. Ça demande une réflexion plus stratégique. Daniel se pencha en avant et baissa la voix. Mais parfois, faire ce qui est juste n'est pas une question de légalité ou de sécurité. C'est une question de nécessité. Il m'a jeté un regard significatif. Il faut juste être intelligent. Le dimanche soir,
J'avais tout ce dont j'avais besoin. Ces temps de privilège d'administration de bases de données signifiaient que je savais exactement où TechCorp conservait ses données de paie et comment les extraire sans laisser de traces évidentes dans les journaux systèmes. Les requêtes SQL ont pris environ 20 minutes à s'exécuter. Les résultats m'ont coupé le souffle. Absolument chaque employé qui était dans l'entreprise depuis plus de 3 ans était payé bien en dessous des taux actuels du marché. En moyenne, 43% en dessous. Les nouvelles recrues étaient embauchées au taux du marché ou au-dessus. Les employés les plus anciens se faisaient le plus avoir. Juliette Bernard, notre administratrice de base de données senior, qui était là depuis 6 ans, gagnait 52 000 €. Augustin Leclerc, le jeune qu'ils avaient embauché il y a 3 semaines pour faire essentiellement le même travail, touchait 78 000 €. Kevin Moreau, notre spécialiste de la sécurité réseau avec 5 ans d'ancienneté, était à 61 000 €. Le jeune diplômé qu'ils ont fait venir le mois dernier pour travailler sous ses ordres commençait à 84 000 €. Ce n'était pas juste moi. C'était systématique. Alors que je compilais les données dans des feuilles de calcul, croisant les évaluations de performance avec l'historique des rémunérations, mes mains tremblaient réellement. Il ne s'agissait plus d'un employé mécontent. Il s'agissait de dizaines de personnes délibérément et systématiquement exploitées. Le schéma était si clair qu'il aurait aussi bien pu être écrit en néon. Embaucher des gens à des taux raisonnables. Construire leur investissement émotionnel à travers la culture d'entreprise et la rhétorique familiale. Se laisser progressivement distancer par les taux du marché grâce à des augmentations annuelles minimes. Compter sur les obligations familiales, les prêts immobiliers et l'inertie de carrière pour les garder piégés. Faire venir de nouveaux talents aux taux actuels du marché pour maintenir la compétitivité. Rincer et répéter. J'avais un choix à faire. Je pouvais tranquillement trouver un autre travail. Obtenir probablement cet ajustement de 50% au marché que je méritais. Et m'éloigner de l'exploitation de Bertrand et Charles Dubois. Garder la tête basse, prendre soin de ma famille. Laisser tout le monde se débrouiller. Ou je pouvais faire quelque chose qui changerait tout. Assis là, dans mon bureau à domicile à 23h30 un dimanche, regardant des feuilles de calcul qui documentaient des années de suppression salariale systématique, j'ai pensé à Léo et Léa. Mon fils commençait à regarder les écoles supérieures, parlant de programmes d'ingénierie qui coûtaient 35 000 € par an. Ma fille Léa montrait un réel talent pour l'informatique, parlant déjà de suivre mes pas. Quel genre d'industrie étais-je en train de leur laisser? Une où la loyauté était punie et l'expérience dévalorisée. Où les entreprises pouvaient bâtir des fortunes sur le dos d'employés dévoués et leur dire ensuite qu'ils devraient être reconnaissants pour des miettes. J'ai pensé à mon père, qui avait travaillé 30 ans pour la même entreprise manufacturière avant qu'il ne restructure son département et n'élimine sa retraite. À mon frère Michel, qui a passé 15 ans dans une entreprise de construction avant qu'il ne le remplace par des travailleurs plus jeunes à la moitié de son salaire. Il ne s'agissait pas seulement de TechCorp France. Il s'agissait d'un système qui traitait les gens comme des ressources jetables. J'ai pris ma décision. Lundi matin, je me suis réveillé à 4h30 avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas d'énergie nerveuse. De la concentration. De la détermination. Je me suis habillé soigneusement avec ma meilleure chemise et mon meilleur pantalon, comme si j'allais à un entretien d'embauche. D'une certaine manière, je suppose que c'était le cas. J'ai conduit jusqu'au bureau dans l'obscurité de l'aube, pensant aux protocoles de sécurité réseau, aux procédures de sauvegarde de bases de données, et à toutes les connaissances techniques accumulées en 7 ans. Des connaissances qui avaient construit à Charles, le père de Bertrand, une entreprise très rentable. Le bâtiment était vide quand j'ai badgé à 5h15, exactement comme je l'avais prévu. Vincent, le gardien de nuit, faisait sa dernière ronde. Tôt ce matin, Antoine, m'a-t-il lancé alors que je me dirigeais vers l'ascenseur. Grosse journée en perspective, ai-je répondu. Et pour la première fois depuis des mois, je souriais vraiment. La salle des serveurs bourdonnait doucement alors que je me connectais à la console d'administration principale. Il était temps d'utiliser mes privilèges d'accès une dernière fois. Je suis allé directement au bureau d'angle de Bertrand. Celui avec des baies vitrées donnant sur le quartier de la Défense. Son père Charles lui avait donné le 2e meilleur bureau du bâtiment quand il l'avait nommé VP. Le népotisme avec vue. J'ai placé une enveloppe Kraft scellée directement sur le fauteuil ergonomique de Bertrand. Pas sur son bureau, où son assistante aurait pu la trouver.
sur le siège, où seul lui la verrait en s'asseyant pour sa routine de café de 7 heures. À l'intérieur de cette enveloppe, il y avait 3 choses, ma lettre de démission, avec effet immédiat. Une copie imprimée de son email sur le fait de me maintenir sous-payé. Et une clé USB contenant quelque chose qui allait tout changer, une analyse complète des rémunérations montrant exactement combien d'employés se faisaient systématiquement avoir. Mais je n'avais pas fini. Je suis retourné à mon poste de travail dans la salle des serveurs et j'ai ouvert mon ordinateur portable une dernière fois en tant qu'employé de TechCorp. L'email que j'avais rédigé la nuit précédente était déjà en attente. Adressé à chaque employé présent dans l'entreprise depuis plus de 2 ans. 34 personnes au total, y compris Juliette, Kevin, et une douzaine d'autres personnes qui trimaient tout en regardant les jeunes diplômés se faire embaucher à des salaires de premier ordre. L'objet était « Pourquoi vous êtes sous-payé ? La vérité sur la stratégie de rémunération de TechCorp ». Dans le corps du message, j'avais inclus les points saillants de mon analyse, l'écart salarial moyen, des exemples spécifiques, avec les noms supprimés, et les propres mots de Bertrand sur l'exploitation de la loyauté des employés pour des prévisions météorologiques. J'ai joint le rapport de rémunération complet avec un post-scriptum, demandez-vous pourquoi Augustin Leclerc gagne 78 K € alors que Juliette Bernard gagne 52 K € pour le même travail. Demandez-vous pourquoi la loyauté est récompensée par des salaires stagnants alors que l'inexpérience obtient les taux du marché. Mon curseur survolait le bouton « Envoyer ». Allais-je vraiment faire exploser cette bombe ? Exposer l'entreprise que j'avais aidé à construire à partir de presque rien ? Brûler tous les ponts que j'avais dans la communauté tech locale ? Puis je me suis souvenu des mots de Bertrand. C'est du business. Rien de personnel. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Après ça, j'ai fait un dernier tour dans les bureaux. Je suis passé devant le local réseau où j'avais passé d'innombrables nuits lors des migrations de systèmes. J'ai touché la porte de la salle de conférence où j'avais présenté ma première proposition d'infrastructure, les paumes moites et la voix qui se brisait de nervosité. Tant de souvenirs. Tant de ma vie professionnelle investie entre ces murs. À 6h45, j'étais assis dans ma Peugeot 508 sur le parking, regardant les premiers arrivants. À cette heure précise, je savais que Bertrand entrerait dans son bureau avec son habituel grand café crème et son complexe de supériorité. À 7h05, mon téléphone a vibré avec un SMS de Juliette, c'est vrai cet email ? À 7h07, mon téléphone personnel a sonné. Le nom de Bertrand sur l'écran. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Il a rappelé immédiatement. J'ai refusé. Un SMS, c'est quoi ce bordel ? Appelle-moi tout de suite. J'ai éteint mon téléphone. À 7h30, ma boîte Gmail personnelle s'illuminait de réponses de collègues. Kevin de la sécurité réseau, je savais que quelque chose n'allait pas quand les nouveaux ont commencé à gagner plus que moi. Merci d'avoir eu le courage de dénoncer ça. Patricia de la comptabilité, a-t-il un moyen d'obtenir des copies de nos historiques de rémunération individuelle ? Je veux voir exactement à quel point ils m'ont eu. À 8h, Bertrand a appelé mon portable personnel depuis un autre numéro. Cette fois, j'ai répondu. Tu as 30 secondes pour t'expliquer avant que je te fasse arrêter pour espionnage industriel, siffla-t-il, la voix tremblante de rage. En fait, ai-je répondu, gardant ma voix calme, j'ai des preuves documentées de suppression salariale systématique que je serais heureux de partager avec l'inspection du travail. Où nous pouvons discuter d'une solution plus civilisée. Quel genre de solution ? Sont-on passé de la rage à la lassitude ? Retrouve-moi au Starbucks près de l'Opéra dans 90 minutes. Viens seul ou avec quelqu'un du service juridique si tu veux. Nous allons parler de comment réparer ce gâchis avant que ça ne s'aggrave. Tu penses que ça peut être pire que ce que tu as déjà fait, Bertrand ? J'ai envoyé cet email à 34 personnes. Si tu ne penses pas que ça peut empirer, tu es encore plus à l'ouest que je ne le pensais. Le Starbucks était un terrain neutre. Assez fréquenté pour qu'aucun de nous n'essaie quoi que ce soit de stupide, assez public pour que tout reste professionnel. Je suis arrivé 15 minutes en avance et j'ai pris une table dans un coin avec une vue dégagée sur l'entrée. Bertrand est entré à 9h30 précise, accompagné de Patricia Fournier des RH et de quelqu'un que je ne reconnaissais pas, probablement leur avocat. Son visage était rouge et il se déplaçait comme un homme qui buvait du café depuis 3 heures. « Tu as complètement perdu la tête ?» a-t-il dit en se glissant dans la chaise en face de moi, tandis que Patricia et l'avocat le flanquaient. « As-tu la moindre idée du chaos que tu as créé ?
Des dégâts que tu as causés. J'ai simplement partagé des informations factuelles que vos employés avaient le droit de connaître, ai-je répondu calmement. Des informations sur la manière dont vous avez systématiquement exploité leur dévouement. Cette information était confidentielle et propriétaire, intervint l'avocat. Vous n'aviez aucun droit légal d'y accéder ou de la distribuer. J'avais un accès administratif dans le cadre de mes fonctions, ai-je dit. Et la transparence des salaires est protégée par la loi en France. Mais nous ne sommes pas ici pour débattre de la légalité. J'ai sorti un dossier et l'ai posé sur la petite table ronde entre nous. Nous sommes ici pour discuter de la manière dont vous allez réparer ça avant que la situation ne devienne complètement hors de contrôle. Bertrand fixa le dossier comme s'il contenait de l'anthrax. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un plan complet d'ajustement des rémunérations qui amène chaque employé concerné aux taux actuels du marché. Avec un ajustement rétroactif pour les cas les plus flagrants. Y est également inclus un engagement à des politiques de rémunération transparentes à l'avenir. Vous êtes fous si vous pensez que nous allons mettre l'entreprise en faillite pour ça, a déclaré Patricia. J'ai fait les calculs sur la base de vos récents rapports trimestriels, ai-je répondu. L'entreprise peut facilement se permettre ces ajustements en utilisant les bénéfices du dernier trimestre. Cela réduirait les bonus des dirigeants pendant 2 trimestres. Rien de plus. J'ai poussé le dossier. Mettez ce plan en œuvre d'ici vendredi. Et je supprimerai toutes les copies de sauvegarde des données que j'ai collectées. Je signerai un accord de confidentialité. Toute cette histoire disparaît tranquillement. Et si nous refusons, demanda Bertrand. Alors, d'ici demain matin, vos investisseurs, vos principaux clients et l'inspection du travail recevront tous une documentation complète de vos pratiques de suppression salariale. Avec une analyse détaillée de la manière dont cela viole à la fois le droit du travail national et européen. L'avocat murmura quelque chose d'urgent à l'oreille de Bertrand. J'ai besoin de temps pour examiner ça, dit finalement Bertrand. Vous avez jusqu'à jeudi 17h. Après ça, mon avocat commence à passer des appels. Alors que Bertrand et son équipe juridique sortaient en trombe du Starbucks, mon téléphone vibrait déjà avec des SMS de Juliette, réunion d'urgence pour tous à 11h. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, je suis rentré chez moi. À midi, les messages inondaient ma messagerie personnelle de la part de collègues qui avaient assisté à la réunion. Selon Kevin, Bertrand s'était tenu devant toute l'entreprise et avait annoncé une révision complète des rémunérations en raison d'incohérences récemment identifiées dans notre structure de paie. Il a promis que des ajustements seraient faits d'ici la fin de la semaine pour assurer l'équité interne et la compétitivité sur le marché. La formulation était du baratin d'entreprise, mais le message était clair. Ce soir-là, j'ai reçu un email officiel du service juridique de TechCorp confirmant que ma démission avait été acceptée et m'offrant une indemnité de départ équivalente à 6 mois de salaire en échange de la signature d'un accord de non-divulgation complet. J'ai transféré l'email à Daniel et je l'ai appelé. Ils ont peur, a-t-il dit après l'avoir lu. 6 mois d'indemnité pour quelqu'un qu'ils accusent d'espionnage industriel. C'est pour acheter ton silence. Je devrais accepter? Ça dépend. Est-ce que tu veux que ça se termine ici? Ou est-ce que tu veux voir jusqu'où ça peut aller? J'ai pensé à Léo, qui commencerait bientôt ses candidatures pour les grandes écoles. À Léa, qui me posait déjà des questions sur les programmes d'informatique. À notre prêt immobilier. Au travail à temps partiel de ma femme. Et à toutes les raisons pratiques pour lesquelles un homme de 48 ans avec une famille ne devrait pas brûler les ponts avec son secteur. Je veux voir jusqu'où ça va, ai-je dit. J'ai refusé l'offre. Le lendemain matin, 4 autres employés ont démissionné. Le jeudi après-midi, la date limite que j'avais donnée à Bertrand, le nombre était passé à 11. Tous des employés de longue date qui avaient finalement appris leur vraie valeur sur le marché et trouvé de meilleures opportunités ailleurs. À 16h47 le jeudi, 13 minutes avant ma date limite, j'ai reçu un appel de Charles Dubois lui-même. Le fondateur de l'entreprise. Le père de Bertrand. L'homme dont les poignées de main et les soirées pizza m'avaient autrefois fait sentir comme en famille. Antoine, dit-il, sa voix fatiguée d'une manière que je n'avais jamais entendue. On peut parler? Ça dépend de ce dont vous voulez parler. Je veux mettre en œuvre votre plan de rémunération. Ajustement rétroactif. Politique de transparence. La totale. Je suis resté silencieux un long moment. Pourquoi maintenant?
Parce que mon fils est un idiot arrogant qui a failli détruire tout ce que j'ai passé 20 ans à construire, a dit Charles sans ambages. Parce que je viens de perdre mon meilleur spécialiste de la sécurité réseau et mon administratrice de base de données senior la même semaine. Parce que notre plus gros client pose des questions sur la stabilité de nos effectifs. Et parce que tu avais raison. On t'a eu. Et tu méritais mieux. Et Bertrand? Bertrand prend un congé prolongé pour réévaluer ses priorités de carrière. Je reprends le contrôle opérationnel direct. 2 semaines plus tard, chaque employé concerné a reçu des ajustements de rémunération, les amenant aux taux actuels du marché, plus une paie rétroactive couvrant les 2 années précédentes. Juliette est passée de 52 000 € à 79 000 €, avec 27 000 € d'arriérés. Kevin est passé de 61 000 € à 89 000 €, avec un ajustement similaire. Mais l'exode a continué quand même. Une fois que les gens réalisent qu'ils ont été systématiquement sous-évalués, une fois qu'ils comprennent leur vraie valeur sur le marché, il est difficile de reconstruire la confiance. À la fin du mois, TechCorp avait perdu 18 employés de longue date. Pendant ce temps, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des offres d'emploi. La nouvelle s'était répandue dans la communauté tech très soudée de Paris sur ce qui s'était passé. Pas les détails, ceux-ci étaient couverts par des accords de confidentialité et des règlements juridiques. Mais l'histoire générale d'un ingénieur senior qui s'était opposé à la suppression salariale et avait gagné. Certains directeurs de recrutement me voyaient comme un fauteur de troubles à éviter. D'autres me voyaient comme exactement le genre de leader technique intègre qu'ils voulaient dans leurs équipes. 3 semaines après ma démission, j'ai accepté un poste d'architecte réseau senior chez Apex Solutions, une société de cybersécurité en pleine croissance. Le salaire était de 94 000 €, soit 62% de plus que ce que je gagnais chez TechCorp. Les avantages sociaux étaient complets. Plus important encore, ils avaient des politiques de rémunération transparentes et des révisions annuelles au taux du marché. Mais la vraie victoire est venue 6 mois plus tard. J'ai reçu un email d'une directrice des RH que je n'avais jamais rencontrée, d'une entreprise dont je n'avais jamais entendu parler à Lyon. « Vous ne me connaissez pas », a-t-elle écrit, « mais votre histoire a circulé dans notre secteur. Le mois dernier, notre direction a mené de manière proactive un audit complet des rémunérations pour garantir l'équité interne. Nous avons trouvé plusieurs problèmes et avons procédé à des corrections immédiates. Merci d'avoir lancé une conversation qui devait avoir lieu. » Cet email n'était pas unique. Au cours de l'année suivante, ma boîte de réception LinkedIn s'est remplie de messages similaires d'inconnus de tout le secteur de la tech. Des gens qui avaient entendu mon histoire de seconde main et avaient été inspirés à enquêter sur leur propre situation de rémunération. Des professionnels des RH qui ont poussé pour des initiatives de transparence. Des managers qui se sont battus pour des ajustements au taux du marché pour leurs équipes. Je n'avais pas cherché à devenir un défenseur des droits au travail. J'avais juste été un ingénieur de 48 ans qui en avait marre de se faire exploiter. Mais d'une manière ou d'une autre, mon refus d'accepter moins que ce que je valais avait eu des répercussions que je n'aurais jamais pu prévoir. 1 an après avoir quitté TechCorp, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence de l'Association des technologies de Paris-Saclay sur les pratiques de rémunération équitable. Debout sur le podium, regardant un public de directeurs techniques et d'ingénieurs seniors, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, le respect professionnel. Je ne suis pas ici pour vous dire de faire exploser vos carrières. Je suis ici pour vous dire que connaître votre valeur n'est pas égoïste. C'est essentiel pour que tout le secteur fonctionne correctement. Pendant la séance de questions-réponses, une jeune femme au 3e rang a levé la main. Comment avez-vous trouvé le courage de tout risquer? J'ai réfléchi attentivement à la question. Ce n'était pas exactement du courage. C'était l'épuisement d'accepter moins que ce que je méritais. Il y a un point de bascule où se taire devient plus douloureux que de parler. J'avais simplement atteint le mien. Après la conférence, cette même jeune femme s'est approchée. Elle travaillait dans une grande entreprise de technologie parisienne et avait découvert des schémas de disparité salariale similaires à ceux que j'avais découverts chez TechCorp. Nous voulons faire quelque chose, mais nous avons peur des représailles. Je lui ai donné la carte de Daniel et j'ai promis de l'aider de toutes les manières possibles. 6 mois plus tard, son entreprise a annoncé une révision complète des rémunérations et une initiative de transparence. Pas de drame, pas de démission, pas de confrontation publique. Juste un changement systémique silencieux, mené par des employés qui comprenaient leur valeur et n'avaient pas peur de l'exiger.
C'est ainsi que le vrai changement se produit. Pas par de grands gestes ou des moments viraux, mais par des individus qui décident qu'ils méritent mieux et qui ont la patience de le faire de manière stratégique. Aujourd'hui, Léo est en 3e année à Centrale Supélec, en génie informatique. Léa vient de commencer sa terminale et parle déjà de programme en cybersécurité. Ma femme et moi avons finalement refinancé la maison à un meilleur taux. Parfois, les gens me demandent si je regrette comment les choses se sont passées chez TechCorp. La réponse est non. Pas parce que le résultat était parfait, mais parce que l'alternative se taire, accepter moins, apprendre à mes enfants que la loyauté signifie laisser les gens profiter de vous était inacceptable. La chose la plus puissante que vous puissiez laisser derrière vous n'est pas une lettre de démission ou une base de données pleine de preuves. C'est la preuve qu'il est possible de se défendre. Et parfois nécessaire.